à la suite d'une bagarre. Lors de cette audience pourtant publique, aucun média, excepté la radio-télévision nationale congolaise, télévision publique, n'a été autorisé à accéder à la salle. Pour le décryptage de ce jour, nous recevons sur ce plateau l'avocat Alain Ouroula. Il est avocat inscrit au barreau de Cotonou, précédemment au barreau de Strasbourg. Alain Ouroula, bonjour et bienvenue sur le débat de Sika. Bonjour, Joël. J'ai également sur ce plateau un autre habitué, il s'appelle Juste Kodjo, il est un spécialiste des relations internationales. Juste Kodjo, bonjour, bienvenue également sur le plateau de ce débat. Bonjour Joël, bonjour Alain. Bonjour. Madame, Monsieur, c'est donc le décor pour ce débat consacré au décryptage de l'actualité sur le continent africain. Le débat, c'est dans quelques secondes. Kigali, la capitale du Rwanda, a abrité donc du 17 au 18 juillet, c'est-à-dire le sommet le 27e sommet donc de l'Union africaine, entre autres sujets au cœur de cette rencontre. Je le disais à l'entame de cette émission, le bilan et la question de la succession qui n'a pas pu être réglée de Madame Nkosazana Dlamini Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine. Juste Kodjo, pour vous qui observez l'évolution de l'actualité sur le continent africain, je veux parler de l'actualité politique. Quel bilan peut-on faire des 4 années passées par Mme Zuma à la tête de cette commission de l'Union africaine? Je crois qu'il faut fondamentalement revoir ou comparer ces 4 années de gestion à ce qui se faisait un peu par le passé. J'avoue que je n'ai pas suivi de très près la gestion de Mme Zuma. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu beaucoup de frustration, beaucoup de plaintes par rapport à sa gestion personnelle, dans son leadership, justement à la tête de l'Union. Tout le monde sait que, bon, au départ, la volonté de l'Afrique du Sud de vouloir imposer un candidat, ou tout au moins de contrôler, par le biais de la présidence de la Commission, de contrôler un peu ce qui se fait à ce niveau-là. Je ne sais pas si elle a réussi à vraiment atteindre les objectifs à ce niveau particulièrement pour l'Afrique du Sud. Mais ce que je sais, quand on regarde aujourd'hui la lancée dans laquelle, la dynamique dans laquelle l'Union africaine se retrouve, je ne sais pas si on pourra mettre cette nouvelle dynamique-là à l'actif de Mme Zuma. Donc on pense que c'est grâce à elle que l'Union africaine aujourd'hui a amorcé une vision d'une Union africaine consacrée au développement du continent. Sinon avant, l'Union africaine était juste là pour régler les problèmes de crise. Ça c'est vrai que fondamentalement, sous son mandat, comme je l'ai dit, il y a eu une nouvelle dynamique qui s'est mise en place. On a l'impression d'une organisation qui veut véritablement essayer de s'imposer désormais sur la scène internationale. Non pas seulement par des prises de décision, mais plutôt par une vision, une vision de développement, par une nouvelle approche, c'est-à-dire cette envie-là d'essayer d'être présente sur le terrain. D'être une Union africaine consacrée au développement du continent. Puisqu'il y a eu même sous elle un plan de travail qui a été mis en place pour une vision de l'Afrique d'ici 50 ans. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que c'est une femme visionnaire qui, quand bien même on dit d'elle qu'elle est venue pour avoir le titre de la présidente de la Commission dans son curriculum vitae, parce qu'elle a d'autres ambitions dans son pays, elle a quand même fait bouger les lignes quand même. De toute façon, comme je l'ai dit, il est difficile de nier ces choses-là qui sont visibles, qui sont là aujourd'hui. Vous faites référence certainement à l'agenda 2063, tout à fait. Qui a essayé de mettre en exergue, disons, la vision, la nouvelle vision, comme vous dites, pour les 50 ans à venir. Tout part d'une vision, c'est vrai. Quand vous voulez faire, vous êtes un leader, vous êtes une organisation, et que vous mettez clairement en avant une vision pour 50 ans, pour l'avenir, pour le long terme, moi c'est quelque chose que je loue toujours. Maintenant, de la vision à la réalisation
concrète, il va avoir un autre pas. Il y a un gap, mais déjà que elle, Mm. sous son leadership, tout au moins sous son mandat, que l'organisation ait réussi à essayer d'avoir une vision pour 50 ans et non seulement pour 25 ans comme on a l'habitude. Je crois que quelque part, c'est déjà louable. Maître Alain Roula, alors vous faites quel bilan du passage de Madame de la ministre Zouma, puisque est-ce qu'on va dire passage, puisqu'elle demeure encore jusqu'en janvier 2027, 2017 du moins, les chefs d'État n'ont pas pu s'entendre sur sa succession. Alors, quel bilan vous faites de son passage à la tête de cette commission de l'Union africaine? D'abord, je voudrais rappeler que l'agenda 2063 n'est pas l'œuvre de Madame Zouma, mais c'est un agenda qui a été élaboré avant qu'elle ne prenne ses fonctions et elle a eu l'ingénieuse idée de ressortir. Elle a ressorti, elle a finalisé et elle a commencé par penser à la mise en application. Donc c'est déjà un pas qui est qualifié de catalogue fourre-tout par la plupart des diplomates qui ne donnent aucun crédit ni aucune crédibilité à Vous savez que sur le continent africain, aucune œuvre n'est parfaite. À cette vision entre l'œuvre qui n'est pas parfaite et l'œuvre qui est médiocre, je pense que l'analyse se fait très rapidement. Donc c'est à tort qu'on voudrait lui attribuer la maternité ou la paternité de cet agenda. Comme tous les observateurs et la plupart des diplomates, le mandat unique de Mme Zouma a été jugé médiocre, voire catastrophique. Parce que, effectivement, sous son mandat, l'Union africaine n'a guère brillé. L'Union africaine n'était pas en avant-garde des processus de règlement des conflits qui ont secoué et qui secouent encore l'Afrique. C'est sous son mandat que beaucoup de dirigeants ont révisé indûment leur constitution pour se maintenir au pouvoir elle n'a pas pu réagir. réagir. Mais qu'est-ce qu'elle peut, puisque l'institution est sans moyens de fonctionnement, elle n'a rien. Et elle est dirigée, elle est conditionnée justement par les décisions des chefs d'État. Je ne sais pas. Il paraît que le président de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine, devrait avoir suffisamment d'autorité et de charisme pour en imposer aux chefs d'État. Et que malheureusement, avec le mandat de Mme Zouma, c'est plutôt une chambre d'enregistrement qui ne veut contrarier personne et qui n'est prise au sérieux par personne. En interne, sa gestion du personnel diplomatique est jugée aussi désastreuse, puisque il paraîtrait que les cadres sont totalement démotivés, qu'on ne l'écoute pas et qu'elle est tout le temps absente. Mais il est dit que c'est grâce à elle que la vidéoconférence a été introduite dans la gestion. Elle a des méthodes particulières de gouvernance et de leadership et que pour que tout soit dit, son passage à la tête de la commission n'est qu'une étape de son curriculum vitae qu'elle apprête pour évidemment prendre la tête du parti ANC, la tête du parti de l'ANC et pourquoi pas la présidence de son pays d'origine. Vous jugez son bilan catastrophique. Maintenant, je relativise les choses parce que c'est la présidente d'une commission de l'Union africaine, elle-même très faible, qui est certainement vouée au sort de l'organisation de l'unité africaine. Les dirigeants africains qui se réunissent comme dans un club ne prennent pas véritablement au sérieux cette institution, puisque chacun y fait ce qu'il peut, personne ne paie ses cotisations, il n'y a pas de rigueur dans le suivi, et puis voilà, c'est africain. Donc, je crois que c'est ça qui peut relativiser les maigres performances. Sa difficulté à gérer. Mais on observe là aussi une difficulté à régler sa succession. Si elle avait été si nulle, on lui aurait trouvé facilement un successeur. Justement, il faut trouver quelqu'un pour rattraper le retard. Donc il y aurait tellement à faire, me semble-t-il, qu'on ne peut pas choisir le prochain président. Il y a des candidats, il y a 3 candidatures. Il y a 3 candidatures. Et pourtant, les chefs d'État n'ont pas pu s'entendre, ils ont reporté. Il y a 3 candidatures qui ne sont pas acceptées, qui ne font pas consensus. Rappelez-vous que la demande de report a été déposée par les chefs d'État de la CEDEAO, qui détiennent presque une minorité de blocage. Et je pense que ça a été sagesse malgré l'opposition intempestive exprimée par le président Idriss Déby, qui est un grand démocrate et donc un grand promoteur de l'Union africaine. Donc ça a été sagesse de reporter. Alors ceux qui sont valables sur papier pour prendre la tête de la commission de l'Union africaine sont en passe d'être écartés. Il y a l'Algérien, par exemple, et dont la venue contrarierait
la réadhésion, par exemple, du Maroc, qui ne voudrait pas qu'un Algérien prenne le pouvoir. On parle de l'ancien ministre ivoirien des Affaires étrangères, Essi Amara, s'il me trompe, ou il y a aussi le Sénégalais Batini. Oui, il y a le Sénégalais, ou encore, il y a un ancien président également qui est en lice. Voilà, qui n'ont pas l'adhésion ni de l'Afrique du Sud, enfin de l'Afrique australe en général, je vais dire, qui tiennent coûte que coûte à imposer le leur, une fois de plus, à la tête de cette organisation. Donc je pense que c'est plutôt des contingences diplomatiques et politiques, voire politiciennes, qui empêchent la désignation très facile, en principe, du successeur de Mme Zuma. Certains diplomates béninois parlent également de l'ancien président béninois Boni Yayi, qui, pendant son mandat à la tête de cette institution, a été très actif. Je pense que notre ancien président, qui est hyperactif par tous les moyens, cherche à briller et à exister. Donc si sa candidature est validée par l'actuel président, pourquoi pas? Vous le voyez comment il sera efficace à la tête de cette institution? Écoutez, ce sera au président en exercice, enfin à notre président actuel, le président Patrice Talon de le proposer, d'en juger, voilà, et de l'apprécier. Juste Kodjo, alors, je souhaiterais qu'il garde une retraite paisible et sage. Mais c'est également une retraite, parce que vous avez vu, il y a les anciens présidents, l'ancien président malien également exerce actuellement au niveau de l'Union africaine. On peut solliciter ses compétences, Boni Yayi. Juste Kodjo, comment est-ce que vous expliquez les difficultés observées aujourd'hui dans la désignation du successeur de Mme Zuma? Oui, pour moi, je l'avais dit sur ce plateau, à une occasion, l'Union africaine constitue un outil important, un outil de contrôle ou d'exercice d'une puissance. Quand vous êtes sur la scène internationale, soit vous dominez les autres, ou vous vous laissez dominer, ou vous pouvez être utilisé pour dominer d'autres. Et je crois que l'Union africaine a un peu l'outil pour faire la troisième option. C'est-à-dire on peut l'utiliser pour dominer d'autres personnes, d'autres entités. Et donc à ce sujet, contrôler l'Union africaine demeure toujours un enjeu stratégique majeur. Même si certains disent que c'est une coquille vide qui n'arrive à faire aucune pression sur les chefs d'État africains. Justement, ça donne l'impression, on a l'impression qu'elle ne sert à rien, mais ce qui est sûr, quand elle prend position, tout au moins, en faveur d'une position exprimée par une certaine partie de la communauté internationale, c'est toujours, ça montre toujours une certaine légitimité. Alors si par exemple aujourd'hui il y a une crise, je ne sais où, dans une partie d'Afrique, et qu'une puissance étrangère appelle à envoyer des troupes de ce côté-là, et l'Union africaine vote en faveur de cette décision, ça veut dire quelque part que nous légitimons un peu la volonté de cette puissance étrangère. Donc quelque part, on l'a vu en Libye, il ne faut pas se voiler la face. Et donc il y a cet aspect-là qu'il faut d'abord intégrer. Parce que là, quand nous avons intégré ça, nous comprenons pourquoi ça va prendre beaucoup d'efforts, beaucoup de jeux de dessous de table pour des jeux de couloir. Pour arriver à dégager quelqu'un. Il y a des candidats, il y avait 3 candidats, il y a d'autres qui sont pressentis. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas directement désigner le président par, c'est pas, on le coopte. Comme je dis, le président de la commission est choisi à un vote des 2 tiers. Vous savez, historiquement, les pays francophones ont eu un peu comme le monopole de la présidence de la commission, depuis l'OUA jusqu'à l'UA. Et ça ne devrait surprendre personne que ce soit donc des pays francophones qui, depuis le temps de la guerre froide jusqu'à un moment récent, qui a eu le monopole. Parce que au plan international, il y a un peu comme cette division des tâches, où l'Afrique, la sphère africaine, est placée sous la tutelle d'une certaine puissance qui doit pouvoir déployer tous ses moyens ou tous les moyens qui sont à sa disposition pour essayer de stabiliser un peu cette sphère-là. Les résultats sont là. Alors, quand vous avez quelque chose de ce genre, contrôler l'Union africaine devient un enjeu pour cet acteur-là. Et donc, aujourd'hui, dans le contexte actuel, vous avez un peu comme un changement de dynamique, notamment avec les pays non francophones, qui veulent désormais aussi avoir leur mot à dire. Et du coup,
vous aurez cette tractation-là entre le monde francophone et le monde non francophone. Dans le monde non francophone, encore que certains pays lusophones et hispanophones, notamment la Guinée équatoriale, pourraient toujours être avoir des ambitions. Voilà. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. La Guinée équatoriale avait un candidat en lice. Exactement. La Guinée équatoriale avait un candidat en lice. Traditionnellement, on aurait cru que bon, la Guinée équatoriale serait un peu le candidat de la Guinée équatoriale serait le candidat du bloc francophone ou de la sphère francophone, si vous voulez. Si ça n'a pas été le cas, s'il n'a pas donné les assurances qu'il faut pour démontrer qu'il est le candidat, croyez-moi, il ne va pas avoir le soutien qu'il faut. Et donc, du coup, ça va rendre un peu plus difficile la compétition. Je suis curieux de voir ce que ça va donner en janvier. Que pensez-vous de l'ancien président béninois Boni Yayi, qui pourrait également être intéressé par ce poste? Si vous avez tous suivi tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas forcément le profil de l'individu qui est le caractère déterminant au finish. Oui, mais il peut vraiment défendre des intérêts de tous ceux dont vous parlez. Il s'entend bien avec les anglophones, il s'entend bien avec les francophones et même les lusophones. Donc, il occupe bien une place centrale. Oui, je ne sais pas si le fait de pouvoir défendre à la fois les intérêts des anglophones et des francophones vous facilite la tâche, mais je dirais plutôt vous compliquerait peut-être un peu plus. Nous allons évoluer dans ce débat juste qu'aujourd'hui. Alors, concernant le Soudan du Sud, les chefs d'État ont décidé de mettre fin à la cohabitation Salva Kiir et Riek Machar et d'opter pour une force de stabilisation. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure solution? Le Soudan du Sud, c'est une question assez complexe. Et c'est vrai que nous voyons tous ce qui est visible là, deux individus qui semblent s'affronter et puis qui entraînent avec eux leur tribu d'origine. Mais je crois que c'est plus profond que ça. Ça date de longtemps, mais il y a là encore aussi, comme d'habitude, comme c'est souvent le cas en Afrique, des enjeux stratégiques. Il y a des enjeux derrière, c'est sûr. Absolument. Oui, mais cette solution donc, qui a été envisagée maintenant. Cette solution qui a été envisagée d'envoyer des troupes, de renforcer. Il y a 12 000 hommes, 12 000 casques bleus qui sont là, mais qui ont un mandat de protéger la population civile. Et donc, on veut essayer, j'ai écouté ce matin M. François Fall, qui est le vice-président de l'IGAD, qui a la charge de veiller à la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu, qui disait donc qu'ils sont en train de proposer qu'on renforce un peu le mandat de la MINUS. Maintenant, si c'est fait, ça veut dire ça va avoir des implications. Ça pourrait prendre un peu plus de temps parce que au niveau de des Nations Unies, les opérations de maintien de paix sont l'objet d'une longue procédure, d'un Memorandum of Understanding, un MOU, qu'il faudra encore réactualiser. Les troupes qui sont déjà sur place, qui sont parties là avec le mandat de protection des civils, est-ce que par exemple, si on leur demande désormais, vous protégez les infrastructures telles que l'aéroport ou le port. Il faut une nouvelle résolution, il faut voter. Non seulement la résolution, il faut changer le MOU de ces unités-là. Et ça se fait entre Washington et leur gouvernement. Ça va prendre du temps. Et même quand ça s'est fait, leur équipement sur le terrain pourrait ne plus être adapté aux nouvelles missions. Donc il faudra encore les équiper, il faut de la logistique. Et donc tout ça va prendre un peu de temps. Voire 2 ans. Bon, je ne sais pas le temps que ça va prendre, mais ça peut durer un peu. Mais la situation sur le terrain est telle qu'il faut aller vite. Et je ne sais pas trop si la simple décision va permettre d'aller aussi vite qu'on veut le faire. Maître Alain Roula, une force, il faut renforcer la MINUS sur le terrain pour vraiment jouer le rôle de stabilisation au Soudan du Sud. C'est ce que les chefs d'État de l'Union africaine ont décidé. Vous pensez que c'est la solution? Ils ont décidé de mettre fin également à la cohabitation. C'est un bon début de solution parce qu'on assiste toujours avec ces résolutions au paradoxe du pompier pyromane. L'accord de 2015 sur le partage du pouvoir entre Salva Kiir et Riek Machar était déjà un très mauvais accord puisque nous savons les deux protagonistes de cette guerre engagés dans une lutte à mort. Nous avons eu la primeur de l'analyse sur ce plateau où on se demandait si Riek Machar allait revenir à Djouba ou pas. Et nous avions déjà dit qu'il faudrait aller à l'élimination ou à la neutralisation de l'un des deux ou tout au moins de tous les deux ou tout au moins de l'un des deux par l'autre. Je pense que cette improbable paix des braves au Soudan, voire cette impossible paix, ne peut être approchée
concéder que si on arrivait à neutraliser l'un des deux acteurs. Et donc, toute décision qui va dans le sens d'une force d'interposition et donc de neutralisation politique, voire militaire, c'est déjà une paix durable, un bon début pour les populations. Reste à savoir comment cette décision sera mise en application compte tenu de l'armement important de chacun de ces camps et de cette poudrière. Souvenez-vous également qu'à sa venue dans la capitale du Sud-Soudan, Riek Machar a exigé venir avec de l'armement, d'être accompagné par une armée très très lourde, par des gens vraiment armés jusqu'aux dents. Est-ce que c'est un gage sérieux pour une paix durable? Ça veut dire que personne ne se fait confiance, et si on ne se fait pas confiance, et ils ont raison de ne pas se faire confiance. La preuve est là, la reprise des violences. Donc c'est difficile de se faire confiance dans cette position. Le sommet a également voté une nouvelle disposition de financement de l'Union africaine, une taxe de 0,2% sur tous les produits d'importation. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un bon début pour cette structure qui a longtemps fonctionné au financement, grâce au financement des bailleurs externes? Je pense que c'est l'excellente nouvelle et l'excellente initiative de ce sommet, de ce 27e sommet. Parce que tout à l'heure, vous avez interrogé Juste Kodjo sur l'efficacité de cette organisation. Vous pouvez avoir les meilleures idées si vous n'êtes pas financé par vous-même. Il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien de crédit qui peut sortir de là. Or, vous avez constaté que l'Union africaine est financée à plus des 2/3, pour ne pas dire des 3/4, je ne sais pas ce qui est supérieur à l'autre, par les mêmes. Par l'Union européenne, par la Chine. Donc les vrais décideurs, et nous autres sommes leurs marionnettes comme sur tous les théâtres. Dans ces conditions, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Donc, une décision, enfin, ou une proposition qui contribue à un financement, d'ailleurs, pour part importante et essentielle de cette organisation, c'est une bonne nouvelle et c'est une nouvelle à saluer, à encourager, quel que soit ce que la mise en œuvre pourrait coûter. Oui, mais j'espère que cet éminent ancien banquier, ancien ministre rwandais, Kaberuka, ne s'est pas trompé dans les calculs. Oui, ça, c'est une proposition. Mais entre la proposition et sa mise en application pour des pays qui ne payent même pas leur redevance vis-à-vis de l'Union africaine, est-ce que vous pensez que ce sera faisable? C'est un peu différent. C'est-à-dire que là... C'est la taxe à l'importation. C'est le pays qui doit reverser. Ils doivent contribuer, oui, bien sûr. Ils doivent contribuer sur la base de leurs ressources actuelles au financement de l'Union africaine. Et nous savons nos pays pauvres, mais surtout indisciplinés. Je veux dire, les contributions, bien sûr. Normales. Ils vont percevoir, mais est-ce qu'ils vont reverser? Maintenant, vu qu'il n'y a même pas de moyens de pression mis en place pour les obliger à le faire. Nous espérons que la pédagogie et les modalités de taxation seront revues ou permettront à chaque État de comprendre que cette taxe est à reverser. Donc je pense que c'est un mécanisme, s'il est bien étudié et bien mis en place, qui doit pouvoir apporter un plus. Pourrait faciliter la tâche de reversement ou plutôt de perception. La perception, il n'y aura pas de problème. C'est sûr que tous les États pourront percevoir, mais c'est reversé qui sera le problème. Il faut souffler à la Commission de mettre en place ce mécanisme, par exemple de compensation, je ne suis pas économiste, où l'Union africaine pourrait percevoir directement... il y a les économistes, il y a les financiers, mais il peut percevoir y avoir un dispositif. À la caisse, au budget national, il faut que le gouvernement de ce pays donne son aval. Comme on a fait pour les taxes d'aéroport, je veux dire, c'est les taxes sur l'importation. Quand on dit importation, l'argent vient bien de quelque part. Il peut y avoir un prélèvement à la source où les 0,2% seront reversés directement à l'Union africaine, comme on a pu le faire pour les taxes Jusqu'à vous pensez quoi de ces 0,2%? Oui, quand vous parliez à Alain, j'étais tenté de dire, why did it take so long? Pourquoi ça a duré si tant? Peut-être qu'il n'avait pas eu l'idée. C'est incroyable qu'on pense qu'on puisse avoir une organisation qui ne puisse pas s'autofinancer. C'est-à-dire, quand vous voulez mener une activité, la première des choses que vous vous demandez, ça va nous coûter quoi? Vous savez, et qui va financer l'Union africaine ça? Fonctionne comme les États africains. Les États africains ont toujours toujours tendu la main. L'Union africaine m'a toujours paru être un peu une bande de naïfs, pardonnez-moi le terme. Hier, je regardais un peu l'adresse du siège. Et je me rends compte que le siège de l'Union africaine en Tanzanie est sur la Roosevelt Street.
Roosevelt Street. Et nous sommes l'Union africaine. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas, personne ne s'est dit, ne serait-ce que pour l'image déjà même du panafricanisme, du concept du panafricanisme, aller installer le siège sur la Roosevelt Street. Je parie qu'en Tanzanie, ce n'est pas de la une mondialisation. rue avec un nom tanzanien qui manque. Nous sommes à l'ère de la mondialisation. Donc si Roosevelt a marqué... Ce sont ces petits détails-là qui comptent en fait. Ça fait. montre votre degré de maturité stratégique. De votre conscience, votre degré de conscience. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce n'est pas seulement dans les slogans, c'est déjà dans votre comportement. Le siège de l'Union africaine a été financé, je crois aussi construit par la Chine. Tout à fait. Alors, quand vous construisez un bâtiment et que vous êtes un gouvernement, vous avez toutes les capacités d'infiltrer tous ces bâtiments. Et de 1000 km ou d'où vous voulez, vous pouvez écouter tout ce qui se passe à l'intérieur de ces bâtiments. Donc, vous pouvez être sûr aujourd'hui que l'entité qui a construit le siège de l'Union africaine contrôle plus ou moins le flux des informations, tout au moins est à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est quand même choquant qu'à ce niveau-là, on en soit un peu encore à cette naïveté. Mais c'est pas là le plus important. Je disais pourquoi ça a duré, c'était juste pour dire en fait la mentalité même de nos dirigeants à ce niveau-là. Mais ce qui est important, c'est déjà au moins qu'on se réveille, qu'on donne l'impression enfin qu'on semble vouloir se réveiller. Et donc instituer une taxe qui nous permette de nous financer nous-mêmes, c'est déjà un départ. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, il paraît, je crois, c'est 28% du budget de fonctionnement qui est supporté ou pris en charge par l'Union africaine elle-même, ou bien les pays africains eux-mêmes. Donc près des 2/3 du financement, ou bien 3/4 du financement du budget vient d'ailleurs, en dehors de l'Afrique. Donc je crois que c'est déjà un pas dans cette volonté. Maintenant, comme l'a dit Alain, il faut repartir pour voir si, sur le terrain, quelle sera la faisabilité. Parce que ça va avoir forcément des implications. Les États vont devoir ratifier ces décisions-là, ces accords-là. Parce que ces accords ont des impacts directs sur la vie de nos populations. Quand vous taxez quelque chose, cette chose devient plus chère. Et puis, c'est le client qui supporte le coût au finish. Donc, du coup, ça va commencer, cette volonté affichée-là, il y a cette euphorie aujourd'hui. Mais quand on va commencer à être dans le concret, quand on va commencer à savoir les produits qui seront taxés et qu'on verra les conséquences et les implications économiques sur les économies locales, je ne sais pas si on va pouvoir toujours avoir le même engouement jusqu'à avoir au finish une mise en application ou une mise en œuvre de cette décision. Et aussi, il y a aucun moyen de pression également pour demander aux nations, aux États d'appliquer cette décision. C'est ça le drame en politique internationale. Nous considérons que c'est un système anarchique tout simplement. Parce que vous n'avez pas comme au niveau des États, cette main forte qui peut taper et dire donnez-moi ce que je veux. Et donc l'Union africaine n'aura pas les moyens de taper du poing sur la table pour dire donnez-moi enfin ces 0,2%. Par contre, comme l'a dit Alain, il y a des mécanismes d'incitation. C'est-à-dire que les États d'eux-mêmes et volontairement puissent reverser. Il y a des mécanismes. Quel mécanisme d'incitation on pourrait avoir? Un exemple, je ne sais pas, si m'était donné de me prononcer dessus, j'envisagerais plutôt quelque chose, il faut mettre en place un mécanisme qui puisse clairement mettre en jeu un coût à payer quand vous ne payez pas ou quand vous ne reversez pas. Ce coût à payer, ça peut être des points que vous accumulez. Ces États sont prêts à accumuler ces coûts, puisqu'ils ne payent même pas je viens. Ça peut être des points que vous accumulez jusqu'à avoir une suspension, une exclusion. C'est-à-dire qu'il faut progressivement... Absolument. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple tout simple. Je suis dans une organisation d'amis et nous avons décidé de nous venir en aide. Voilà. Et puis, tout le monde était d'accord. On s'est donné des délai 6 mois. Et puis, on met les fonds en place. Le délai est passé, personne n'a réagi, quelques-uns ont réagi. Et puis, quelqu'un a dit, de toute façon, ceux qui ont réagi, c'est eux qui ont confirmé leur volonté d'adhésion au groupe. C'est comme ça. Si vous ne participez pas, ben, c'est que vous ne voulez pas être. Si vous ne pouvez pas payer vos dus,
ben, vous ne voulez pas être de l'Union africaine. Ça a fonctionné ainsi depuis l'OUA. Si nous voulons changer, il faut changer. Il faut changer cela également. Nous allons évoluer jusqu'au jour. Alors, concernant le terrorisme, les chefs d'État ont demandent une mutualisation des efforts par la mise en place d'un fonds de lutte continentale. Est-ce qu'au regard de cette décision, on ne peut pas dire qu'au niveau de l'Union africaine, on commence déjà par rêver à l'échelle continentale pour régler vraiment les problèmes? Absolument. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que nous avons la question de la sécurité, c'est une question sacrée. C'est une question qui devrait nous concerner en premier. Et nous devons identifier d'abord les sources de financement propres à nous, que nous pouvons contrôler nous-mêmes. Et ce que moi j'ai toujours prôné, ceux qui me connaissent, j'ai toujours dit, mais quand vous regardez tous les conflits que nous avons parcourus sur nos plateaux ici, depuis toujours, quand je parle des enjeux stratégiques, il y a toujours la question des ressources naturelles. Ça veut dire que la question des ressources est intimement liée à la question de la sécurité. Si nous voulons régler la question de la sécurité, il faut arriver à prélever des taxes sur les ressources naturelles qui sont exportées à partir de l'Afrique. Pure et simple. Pour moi, vous exportez n'importe quelle ressource naturelle qui part de l'Afrique, vous payez un pourcentage. Nous savons que dans tous les cas, si ça augmente le prix des ressources, des gens qui les achètent viendraient toujours parce qu'il n'y a que nous qui les avons. Donc nous sommes les meilleurs, ils en ont besoin. Donc pour moi, cette source-là constitue une source importante pour financer les activités de maintien de paix et de prévention de conflits sur le continent. Et quand nous faisons ça, vous savez ce que ça fait? De toutes les façons, tous ceux qui s'engagent dans ces conflits savent que c'est eux qui, encore au finish, mettre l'argent pour qu'on envoie des troupes. Ça va quelque part inciter les gens à changer un peu de comportement. Parce que ce qu'on fait là maintenant, si on va encore aller chercher ailleurs, ben si on me demande moi de payer, c'est moi qui vais payer pour une multinationale. C'est justement pour ça. Oui, justement. Pourquoi est-ce que moi je vais payer pourquoi je vais payer mon portable plus cher pour que justement une multinationale puisse aller extraire de l'uranium dans un quelconque pays et ne rien payer. Alors moi je crois que c'est à cette multinationale, puisqu'il y a des risques liés à tout ça, de mettre en place un fonds et d'être en mesure de payer, et le gouvernement et cette multinationale devraient pouvoir accepter de payer des dus ou des redevances par rapport à... Maître Alain Oula, un fonds de lutte contre le terrorisme, c'est une proposition du président tchadien Idriss Déby qui a été acceptée. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Union africaine commence par réfléchir à l'échelle continentale pour régler les problèmes à la base? C'est l'évidence même, c'est-à-dire que même si la proposition paraît utopique, c'est déjà, ça change de l'attentisme et de la main tendue que nous avons subi toutes ces décennies. Donc que les dirigeants, malheureusement ça vient toujours des démocrates, que les dirigeants pensent à leur autonomie financière, ça va dans le bon sens. Et je crois que c'est quelque chose qui doit être encouragé. Il faut les aider à trouver les modalités. Alors, pour revenir aux 0,02%, c'est vrai que j'ai fait preuve de paresse intellectuelle puisque je ne me suis pas senti autorisé à aller voir dans les détails de ce qu'a fait ce grand banquier. Je dis, il a dirigé la Banque africaine de développement. Il connaît donc, ou il est supposé connaître les économies de tous les États africains, les faiblesses, là où on peut frapper. Donc, je crois que c'est un travail qui a été fait sérieusement, scientifiquement, de sorte que nous ne devrions pas souffrir beaucoup de travers. Alors, des mécanismes incitatifs de règlement, si nous n'avons pas confiance en nos dirigeants pour financer spontanément, ces mécanismes incitatifs n'apporteront rien. Je crois qu'il faut plutôt aller vers des solutions... De la sensibilisation. De la sensibilisation, mais surtout de prélèvement à la source, de taxation, parce que des taxes à l'importation, et on parle aussi des frontières africaines, donc il doit bien y avoir une possibilité à partir de l'Union africaine, avec les différentes banques centrales, de trouver le moyen de capter ces ressources pour le fonctionnement de l'Union africaine. Mais ceci dit, il y a un bémol. Je crois que l'Union africaine n'a pas fait mieux que l'OUA. Et on parlait de ceux qui étaient francophones, l'OUA de Diallo Telly, l'OUA même d'Edem Kodjo, ça n'a rien à voir avec ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc moi je pense que malgré
les bonnes volontés, les bonnes idées qui sont en train de faire leur chemin aujourd'hui, il faudra repenser l'Union africaine et qu'elle va certainement très rapidement, vers un troisième il reste beaucoup d'autres questions sur l'Union africaine que nous n'allons pas pouvoir aborder et je voudrais compter sur vous pour être mes invités pour l'émission, la prochaine émission. Mais très rapidement, la question de la CPI. L'Union africaine envisage également la sortie des États membres de la CPI. Est-ce que la chose est faisable pour les 54 États d'un seul coup de sortir de la CPI? Très rapidement. D'abord, ce n'est pas 54 États qui ont signé, je crois que c'est 34 États africains qui ont ratifié les traités sur la CPI. Alors, le mécanisme de retrait peut parfaitement être enclenché au niveau de l'Union africaine si nous obéissons aux résolutions de l'Union africaine. Après, ça peut être une question de discipline et les chefs d'État ont toujours opposé à ce type de mécanisme la souveraineté qui voudrait que chaque État fasse ce qu'il a à faire. Mais quand on regarde la doctrine à la mode au sein de l'Union africaine, on pense que la CPI, c'est d'abord contre les chefs d'État africains. Quand on célèbre Omar el-Béchir, a été accueilli à Kigali. Voilà, qui fait refusé de mandat et de poursuite par la CPI. Je crains que si l'Union africaine se maintenait avec un bon président de la Commission, que l'aile qui voudrait le retrait de la CPI risque de l'emporter. Nous allons revenir sur ce sujet certainement dans notre prochain numéro. Jusqu'au Joe, votre avis très rapidement sur la demande de retrait de la CPI? Je ne serais pas en mesure de donner un pronostic ici. Mais ce que je voudrais ajouter très rapidement, c'est que nous vivons dans un monde actuellement où il y a des transformations qui se font sous nos yeux. Nous ne le savons pas. En relation internationale, il y a ce que vous appelez le changement, le changement cyclique de puissance. D'accord? Et donc, depuis près d'une décennie, vous allez voir, il y a beaucoup de perturbations au niveau des relations internationales. Parce que tout ça, les puissances établies sont secouées. De nouvelles puissances tentent d'émerger. Et ce qui est sûr, c'est que même au niveau de l'Afrique, ça se ressent. Et même cette volonté de vouloir désormais mener des actions de façon unie, de vouloir affronter désormais les establishments, un peu comme on dit au plan international, moi je crois que ça va finir par aboutir. Parce que nous assistons incontestablement à un changement où nous sommes incontestablement dans une situation de changement cyclique. Tous les 100 ans, il y a eu généralement un changement au niveau de la puissance mondiale. Et ce n'est que, jusqu'ici, on a vu, les États-Unis ont fait les 100 ans, un peu comme on dit, mais nous sommes dans la transition. Et ils tentent de maintenir la puissance et d'autres vont tenter de les déstabiliser. Et donc, ça va prendre encore environ 10 ans, un peu plus, mais de toutes les façons, ça finit... Non, un équilibre finira par s'établir. Mais en entendant cet équilibre-là, il faut s'attendre à ces remous, à ces remaniements, à ces rébellions, à ces crises que nous voyons de gauche à droite. Ça fait partie du cycle. La question sur l'Union africaine, donc, nous ne l'avons pas encore totalement abordée, puisqu'il reste la question du Maroc qui veut réintégrer, il reste la demande du Burundi qui veut sortir de cette union parce que le président Nkurunziza a déposé une plainte contre le Rwanda. Autant de questions que nous aurons donc à aborder très prochainement sur ce plateau, le plateau de votre émission Angle de Vue. Ce sera tout pour la première partie de cette émission, madame, monsieur. Je vous propose de suivre à nouveau le point de l'actualité sur le continent africain. Les électeurs de Sao Tomé et Principe ont élu dimanche dès le premier tour à la présidence de la République Evaristo Carvalho, avec pour enjeu la lutte contre la pauvreté qui mine le petit archipel d'Afrique centrale. Candidat soutenu par le parti du Premier ministre, il a obtenu 50,1% des voix contre 24,8% pour le président sortant Manuel Pinto da Costa. Le tribunal constitutionnel doit encore valider ces résultats, a précisé la CENI. Le 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est ouvert dimanche à Kigali avec un appel au déploiement d'une force régionale de protection au Soudan du Sud et à l'ouverture d'une enquête sur la flambée de violence de ces derniers jours. La force aurait pour objectif de séparer les parties en conflit, protéger les populations civiles et pacifier Djouba.
Olivier Kabala et Eustache Mutombo, 2 militants d'un parti opposé à la prolongation du mandat du président congolais Joseph Kabila, ont été condamnés à 15 ans de prison par un tribunal de Lubumbashi à la suite d'une bagarre. Lors de cette audience pourtant publique, aucun média, excepté la radio-télévision nationale congolaise, télévision publique, n'a été autorisé à accéder à la salle. Cette émission se poursuit. Nous prenons à présent la destination du Gabon où la société civile tire sur la sonnette d'alarme au sujet du climat tendu dans le pays à la veille de l'élection présidentielle du 27 août prochain. 14 candidats ont été retenus par la commission électorale pour cette présidentielle où les opposants au président Ali Bongo Ondimba ont fait feu de tout bois pour annuler la candidature du moins de ce dernier. Mais de quelle chance dispose cette opposition gabonaise dans sa lutte pour la conquête du pouvoir? Je vous propose de retrouver mes invités sur ce débat juste après cette virgule. Le débat se poursuit avec l'avocat Alain Roula et Juste Kodjo, le spécialiste des questions des relations internationales du moins, Maître Alain Roula. Environ un mois donc de ce scrutin présidentiel au Gabon, l'ambiance semble de plus en plus tendue. À votre avis, dites-nous très rapidement de quelle chance dispose l'opposition du président, l'opposition au président Ali Bongo? Très peu de chance, pour ne pas dire aucune chance. Parce que vous êtes cette sûr? opposition, enfin on est sûr de rien. C'est quand même des ténors, ils sont trop des poids lourds. Ils sont trop nombreux. Il y a 13 candidats face à Ali Bongo. Et parmi ces 13 candidats, il y a quand même 4 ou 5 ténors. Allez, même si on en restait aux 3 ténors, ça fait trop de divisions pour espérer détrôner Ali Bongo Ondimba en un scrutin qui se déroule à un seul tour. Et cette opposition le savait fort bien. La preuve, c'est qu'elle a voulu battre Bongo sur dossier en faisant feu de tout bois pour invalider cette candidature. La candidature est validée aujourd'hui, je crois qu'on peut pas la commission électorale, mais l'épée de Damoclès plane toujours, puisqu'il y a un autre recours au niveau de la Cour constitutionnelle gabonaise. La Cour constitutionnelle ne dira pas autre chose que ce que la Sénat a dit. Et d'ailleurs, quand vous consultez bien et la Constitution et la loi électorale, ce n'est pas à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur les candidatures qui auraient été retenues par la Sénat. Ceci étant, l'argument définitif, c'est que Ali Bongo Ondimba jouit d'un précédent et d'un droit acquis. C'est le président. À défaut de le destituer sur les motivations d'extra-nationalité, on ne peut plus invalider la candidature. Mais l'opposition peut à la dernière minute se mettre ensemble ou bien décider de boycotter alors ces élections. Ils peuvent boycotter. C'est-à-dire que leur chance aurait résulté par exemple d'une union sacrée autour d'un seul homme. Il n'y aura pas de second tour. Alors quand vous avez des grosses pointures quand même, qui y vont tous et qui ont des intérêts personnels à défendre et qu'on peut rassembler derrière la génération du père, parce que la moyenne d'âge de cet ténor, c'est 70 ans. Face aux jeunes fils de l'ancien président, les chances sont en tout cas minces, elles sont ténues. Très rapidement, Juste Kodjo, les chances de l'opposition gabonaise face à Ali Bongo. Je crois que les chances de succès se rapprochent de plus en plus de zéro. C'est en une phrase ce que je veux dire. Vous êtes sûr, ils sont quand même de gros morceaux. L'ancien président de l'Assemblée, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. Justement. Des poids lourds. Voici, faites un calcul assez simple. Le scrutin, il est à un tour. C'est la règle de départ, c'est la règle de base. Alors, Ali Bongo a déjà son électorat, sûr et certain. L'opposition va se partager le reste. D'accord? Celui qui arrive en tête passe. Plus ils sont divisés, ben, ça veut dire que l'électorat qui devra concurrencer celui de Bongo va se fragmenter. Et donc, tout naturellement, si vous avez 13 qui se partagent les voix là-bas, ben, ça augmente les chances de succès de Bongo. C'est mathématique. À la dernière minute, tout est possible à la dernière minute. Peut-être à quelques jours du scrutin, ils peuvent décider de se mettre ensemble. C'est-à-dire voir celui dont la candidature porte plus. Ça revient, ça dit, pour savoir c'est combien de candidats compétissent en liste contre Bongo. Parce que c'est un tour. Et lui, il est au pouvoir, il a déjà son électorat. Ceux qui l'aiment, l'aiment. Ils vont certainement aller voter pour lui. Maintenant, les autres, s'ils ne peuvent pas mobiliser le reste, pour une personne dès lors,
et qu'ils doivent se partager Cela va fragiliser. Évidemment, je suis politologue, c'est comme ça on lit en fait déjà au départ, hein, sans même entrer en compétition. Bon, donc pour moi, les chances sont proches de zéro. Mais la question de l'opposition dans des systèmes un peu comme le Gabon, ça me rappelle ce qu'un ami togolais me disait, où il y avait une cérémonie et un chef d'opposition qui est d'habitude très violent, très éloquent, mais qui s'acharnait contre le vieux Yadema, est venu lui souffler à l'oreille, parce que c'est un officier de l'armée, il est venu lui souffler, bon écoutez, hein, nous on sera là en train de crier, hein, on va crier. Maintenant, si vous laissez le pouvoir dans les mains de mes frères bandits que je vois là, il parle de ses propres camarades de l'opposition. Pour dire, si vous laissez le pouvoir à ces gens que je vois là, ça fait votre affaire. Donc c'est pour vous dire que quoi, l'unité au sein de cette opposition même. Entre eux, entre les 13 là, il y en a qui préféreraient voir Bongo que de voir d'autres parmi eux. Merci Jusqu'au Dio, merci Alain Roula, madame, monsieur, c'est tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Sika.